Alors, sur ces quatre libertés fondamentales. Et donc, à un moment donné, il faut mettre fin à cette ce feuilleton Brexit qui dure depuis 1000 jours et qui n'aboutit pas des décisions. Et il faut surtout que les Britanniques prennent leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité qui se dégage sur aucune orientation. Donc la position européenne, je trouve, a été importante. Elle fixe une date butoir. Quelle est la position pour bien comprendre? Aujourd'hui, la Premier ministre britannique va proposer une nouvelle fois un accord de retrait, l'accord de retrait qui avait été négocié pendant 2 ans, qu'elle-même avait approuvé, que les députés de la Chambre des communes ont rejeté à 2 reprises. Elle se propose de faire voter une 3e fois avant le 29 mars, ce qui va donc se passer dans les jours qui viennent. Et si d'aventure l'accord de retrait, ce que nous souhaitons, c'est pas nous qui avons demandé aux Britanniques de partir. Si d'aventure la Chambre des communes valide l'accord de retrait, alors ils ont jusqu'au 22 mai pour se mettre d'équerre et pour avoir les traductions techniques. Si la Chambre des communes dit non, et si la Chambre si la Chambre des communes dit non, eh bien la Grande-Bretagne a jusqu'au 12 avril pour dire ce qu'elle va faire. Ou bien elle a une autre proposition à proposer, ce qui serait quand même surprenant, ça fait quand même du temps que ça dure, ou alors c'est le non-accord. Et la Grande-Bretagne devient un État tiers, comme l'Australie, comme le Canada, et la Grande-Bretagne à l'égard de l'Union européenne. Alors, ce qui me paraît quand même important dans cette affaire, au-delà du fait que l'Union européenne a été unie sur ses orientations, c'est qu'il faut désormais que les Britanniques tranchent et qu'ils ne fassent pas porter à l'Union européenne des situations politiques internes compliquées. Ce n'est pas à l'Union européenne de régler la crise politique britannique. Mais aujourd'hui, le feuilleton fait que tout le monde devient exaspéré, pas uniquement les responsables européens, mais aussi les Britanniques, qui attendent la sortie de cette crise qui dure depuis maintenant le référendum de juin. Dernière étude sur le Brexit, ça coûterait 900 € par Britannique et par an, la sortie de l'Union européenne. À chaque Britannique. Pour les Français, ce serait 7 milliards sur l'année. Coût. Mais il y en a qui s'inquiètent, ce sont les pêcheurs français. Oui, ils ont raison. Très inquiets d'un Brexit. Je les ai rencontrés il y a peu de temps, je les connais bien. Mais il y a dans l'accord de retraite toutes les garanties pour que cela se passe bien. Il y aura une négociation sur les eaux communautaires, sur les droits de pêche. On peut travailler dans les zones britanniques. Oui, mais c'est réciproque. Donc les Britanniques ont aussi des intérêts au niveau de la pêche et de la commercialisation des produits de la pêche qui sont très importants. Mais s'il y a l'accord de retrait, il y aura une négociation sur les droits de pêche, sur les eaux communautaires, comment on se les partage, comment on joue tout cela, qui devrait normalement bien se passer. Si d'aventure c'est le non-accord, alors il y a une phase intermédiaire qui va être difficile et il y aura un dispositif d'accompagnement des pêcheurs pour la période transitoire, mais il faudra bien renégocier aussi avec les Britanniques sur les droits de pêche et les eaux communautaires. C'est sans doute le souci le plus important, mais nous y veillerons de près. Bien, Jean-Yves Le Drian, je change totalement de sujet. Combien d'enfants français de djihadistes sont retenus actuellement dans des camps en Syrie? Je ne le sais pas. Moi j'ai un chiffre. Eh ben, vous avez de la chance. Vous allez me dire s'il est faux. Parce que 155 enfants. Parce que sur ce sujet-là, on dit 155 enfants. Je voudrais reprendre, Monsieur Bourdin, sur cette affaire parce qu'on dit beaucoup de choses fausses. Alors, allez-y. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de Daesh territorial. Aujourd'hui même. C'est pas aujourd'hui dans les jours qui viennent, mais nous sommes dans la fin. Bien. Il y a dans la zone qui est aujourd'hui une zone de combat, qui est la zone de Barouz, beaucoup de réfugiés qui reviennent dans les camps dans le nord-est syrien et beaucoup de combattants, mères, pères, enfants, qui reviennent aussi dans les camps indiqués. Et donc sur ces chiffres-là, nous n'avons pas d'informations particulières. Enfants et combattants. Oui. Enfants combattants, enfants de combattants. Oui. Bon. Et donc dans ces camps qui sont dans le nord-est syrien, il y a des conditions aujourd'hui d'accueil qui sont épouvantables. Mais pas uniquement pour les combattants, y compris pour la population civile, victime de Daesh. Et il nous faut aujourd'hui prendre des initiatives humanitaires pour faire en sorte que ces camps qui étaient prévus pour 10 000, 20 000 personnes, qui ont aujourd'hui 100 000 personnes, mais c'est ça la réalité. Oui, non mais la réalité... Parce qu'on parle beaucoup des enfants, il y a tous les enfants. Oui, mais je parle des enfants français. Et il aurait que 149 ont été identifiés. C'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas le chiffre exact. Si quelqu'un l'a, je suis très heureux de l'avoir. 149 enfants français identifiés dans les camps syriens. Merci de me donner la liste. Sous contrôle des Kurdes. Merci de me donner la liste, Monsieur Bourdin. Bon.
parce que ces chiffres-là sont toujours aléatoires. Bon. Par contre, le ministre des Affaires étrangères que je suis a envoyé une mission de ses collaborateurs dangereuse dans les camps pour vérifier quelles étaient les situations, à la fois des enfants, des orphelins et des mères. Est-il vrai que 5 enfants ont été rapatriés il y a quelques jours? Oui. Est-ce que les enfants français doivent être rapatriés? Nous avons rapatrié les orphelins français. Tous les orphelins français? Nous avons rapatrié 5 orphelins français dans des conditions difficiles. Il est possible qu'il y en ait d'autres, on va le regarder. Et ils seront rapatriés? Si les conditions le permettent, oui. Mais les orphelins de moins de 5 ans. Mais pas les enfants qui sont avec leur mère. Les enfants qui sont avec leur mère, on peut regarder au cas par cas, mais il faut pas se faire manipuler. Parce que les mères de ces enfants, ce sont des militantes du djihadisme. Ce sont des militantes de Daesh. Ce sont des combattantes. Parce que ces mères, dont on parle beaucoup en ce moment, quand elles sont arrivées en Syrie en 2015, c'était pas pour faire du tourisme. Et est-ce que les enfants sont responsables de leurs parents? Sauf que le droit de l'enfant s'attache aussi à la relation avec leurs parents et avec la mère. Et si mais on peut séparer l'enfant de ses parents lorsque les parents... Et vous avez pu remarquer, puisque vous êtes bien informé, que beaucoup de mères djihadistes refusent cette éventualité et combattent les mères qui, éventuellement, pourraient poser la question du retour de leurs enfants en France. Donc moi, je crains la manipulation sur ce sujet. Si d'aventure, il y avait des cas individuels identifiés avec le soutien de la Croix-Rouge internationale, on peut envisager des retours, mais je crains beaucoup les manipulations sur ce sujet et l'instrumentalisation. Est-ce que la France est un État faible qui a peur de récupérer des enfants? Franchement, on n'a pas affaire à des amateurs là-bas. On n'a pas affaire à des amateurs. On a affaire à des gens qui ont combattu la France, des Français qui ont combattu la France. Et donc il faut être extrêmement vigilant, et c'est la doctrine que nous avons, la doctrine développée par le président de la République. Quel que soit l'avenir des enfants. Il faut que les combattants... L'avenir des enfants, il sera sur place si les conditions humanitaires le permettent, et on veut le faire. Il faut régler les questions humanitaires de ces camps, et puis au cas par cas envisager éventuellement des retours. Les orphelins, on l'a fait. Est-ce que vous confirmez ce matin que Nathalie Loiseau conduira bien la liste La République En Marche? Elle est candidate. Oui. Très bien. C'est une bonne candidate. Je la connais très bien. Je travaille avec elle tous les jours. Il importe maintenant au parti de la majorité de décider si elle sera ou pas candidate. Mais oui. Tête de liste. Elle sera tête de liste. Moi, je le souhaite. Oui, mais elle le sera. J'arrive le J'attends la validation. Non, mais il est vraisemblable qu'elle le soit. Mais pour l'instant, il y aura un remaniement ministériel. C'est possible. La semaine prochaine. J'allais dire l'année prochaine, mais la semaine prochaine, c'est possible. Les partis de la majorité vont se réunir. C'est plus que possible. Les partis de la majorité vont se réunir dans quelques jours pour décider qui sera la tête de liste de la majorité aux élections européennes. Je pense, moi, que Nathalie Loiseau sera une bonne candidate. Bien. L'Allemagne siège jusqu'en 2021 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis bien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Un siège non permanent. Oui, non permanent. L'Allemagne n'est pas seule, puisque la Belgique, l'Afrique du Sud, l'Indonésie et la République dominicaine sont dans le même cas. Il y a 5 membres permanents. J'explique. Oui, pour pas qu'il y ait ambiguïté. 5 membres permanents. La France, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine, avec un droit de veto. Le gouvernement allemand, en novembre, a estimé que la France devrait renoncer à son statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au profit de l'Union européenne. Et j'ai lu, comme vous, les déclarations de la présidente de la CDU le week-end dernier. Alors, est-ce qu'on va mutualiser le siège de la France? Le siège de la France n'est pas négociable. Et le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de la France, il est inscrit dans la Charte des Nations Unies qui date de 1945. Donc, ce point-là est très clair. Et d'ailleurs, il est aussi en filigrane inscrit dans le traité d'Aix-la-Chapelle que nous avons signé avec l'Allemagne au mois de janvier dernier. Par contre, ce qui est envisageable, c'est qu'il y ait d'autres membres du Conseil de sécurité à titre permanent. Parce que depuis 1945... L'Union européenne pourrait être un 6e membre? Depuis 1945, la situation géopolitique mondiale a bougé. Et donc, la France pense qu'il faut que des pays comme le Brésil, comme le Japon, comme l'Inde et l'Allemagne rentrent au Conseil de sécurité, et c'est ça qui est inscrit dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Et c'est le propos d'ailleurs que je tiendrai mercredi, parce que mercredi je suis invité par Madame Merkel à siéger au Conseil des ministres allemand. Ce qui montre d'ailleurs la qualité des relations que nous avons avec l'Allemagne, et je ferai part de cette incompréhension et aussi de cet engagement à faire en sorte que l'Allemagne trouve sa place aussi au sein du Conseil de sécurité. Avec les autres, il faudra aussi faire une place au sein du Conseil de sécurité comme membre permanent à une représentation africaine qui est un sujet aussi d'actualité. Mais à quoi ça sert d'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies? Avec les vétos,
C'est un Conseil de sécurité qui ne prend jamais aucune décision, qui est là pour garantir la paix. Pardon. Non, ça prend quand même des décisions. Moi j'ai une question, mais même Jean-Yves Le Drian, c'est du bon sens. Oui. Si j'ai bien compris, c'est la réalité. Le Conseil de sécurité est là pour garantir la paix. On est bien d'accord. C'est sa vocation de départ. Bon. Et quels sont les pays qui siègent comme membres permanents? Des pays exportateurs d'armes, les plus importants du monde. Oui, mais c'est pas le sujet principal. Oui. C'est pas le nombre d'armes exportées. La sauvegarde de la paix le sujet principal à des pays qui vendent des armes. Il n'y a pas que ces 5 pays. Mais le sujet principal de la paix, c'est que lorsqu'il y a une crise, au sein du Conseil de sécurité, on peut en débattre, on peut approcher des solutions, on peut constater des désaccords, mais au moins il y a un lieu de dialogue et vraisemblablement, et dans beaucoup de cas, un lieu de régulation. Il y a des crises qui sont réglées au sein du Conseil de sécurité. Il y a quelques crises africaines en particulier récemment qui nous permettent d'avancer. Je vais au Conseil de sécurité là. La semaine prochaine, puisque la France préside le Conseil de sécurité. Donc je vais présider le Conseil de sécurité. Et au cours de cette présidence du Conseil de sécurité, nous allons aborder la question du Sahel, la question du Mali, la question de la protection des personnels humanitaires et médicaux dans le monde. Nous allons aussi prendre des initiatives avec mon collègue allemand, puisque vous l'avez rappelé, il siège aussi au Conseil de sécurité, pas comme membre permanent, pour faire en sorte, à titre provisoire, pour faire en sorte que des initiatives soient prises pour mieux réguler la situation mondiale et faire en sorte aussi que les pays que nous appelons les puissances de bonne volonté puissent s'unir pour engager un nouveau multilatéralisme qui aujourd'hui est fortement désemparé. Oui, voilà. Donc ce Conseil de sécurité, il sert à dialoguer, il sert à échanger et il sert aussi à avancer. Je prends un exemple. Ça nous ramène à la situation antérieure. Il y a une résolution du Conseil de sécurité qui s'appelle la 2254, puisqu'elles sont toutes numérotées, et qui fixe la manière dont on va sortir de la crise en Syrie. Et puisqu'il y a une résolution du Conseil de sécurité, ça veut dire qu'elle a été adoptée à l'unanimité. Il n'y a pas eu de veto. C'est rare. Mais c'est mais je vous en parle parce que vous me dites que ça sert à rien. Là, ça sert vraiment à quelque chose. Oui. Il faut la mettre en œuvre. Et ça oblige l'ensemble des acteurs à dire je vais appliquer la résolution 2254 parce que je l'ai votée. Et pour la mettre en œuvre, le secrétaire général des Nations Unies délègue un représentant pour essayer de faire en sorte de l'appliquer. Je le dis aujourd'hui à la Russie, je le dis aussi à la Chine, on le dit aux États-Unis. Nous sommes, déterminés à faire en sorte que cette résolution soit appliquée. Je donne cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples de résolutions. Nous pourrions reprendre les relations diplomatiques avec la Syrie. C'est pas d'actualité. Non, pour l'instant non. La guerre n'est pas finie. Pour l'instant. Il y a deux guerres en Syrie. Il faut quand même le rappeler. Il y a la guerre contre Daesh qui est en train de se terminer. On en a parlé à propos des enfants de djihadistes français. Mais il y a aussi une guerre civile qui n'est pas achevée. Il faut donc que le processus politique reprenne en Syrie. Et il ne reprendra en Syrie que sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité qui remplit sa mission. Algérie, Abdelaziz Bouteflika est inflexible. Oui, inflexible pour l'instant. Vous le regrettez? Franchement. L'Algérie traverse un moment important. Il y a des mouvements significatifs de la population, un mouvement profond qui aspire à un dialogue démocratique. Nous respectons. Oui, vous ne serez pas dans la politique intérieure algérienne. Absolument pas. C'est un pays souverain. Nous venons de fêter l'anniversaire des accords d'Évian il y a quelques jours. Ce pays souverain assume ses responsabilités et la France ne s'ingérera pas. Simplement, la France regarde avec beaucoup d'attention l'ampleur de ces manifestations. Qui dirige le pays? Et pour l'instant, c'est toujours le président Bouteflika. Mais nous regardons ça. Pas le chef d'état-major. Nous regardons ça. Non, c'est toujours le président Bouteflika. Nous regardons avec attention tout ce qui se passe, la force de ce mouvement démocratique, et puis surtout le civisme de ces manifestations, avec un peu d'admiration, de voir comment, encore aujourd'hui vraisemblablement, comment ce mouvement profond des Algériens se manifeste. C'est moins violent qu'en France. Il y a même, c'est vous qui faites le commentaire. Non, mais je le constate aussi. Je trouve que les Algériens font preuve d'une très grande dignité. Et la France sera aux côtés de l'Algérie. Mais c'est l'Algérie qui décide de son avenir, c'est pas la France. Bien, à propos de la France, c'est vous qui avez mis en place l'opération Sentinelle. Oui, bien sûr. Personne, peut-être, c'était le 12 janvier 2015. Bien sûr, je m'en souviens. Le 12 janvier, évidemment que vous en souvenez. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des militaires de Sentinelle mobilisés demain pour protéger les bâtiments publics, c'est une bonne décision? C'est déjà arrivé, hein?
C'est pas la première fois. Je trouve qu'il y a un débat sur ce point qui me paraît un peu surréaliste. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, vous me rappelez 2015, je vais vous rappeler 2016. Au moment de l'Euro 2016 de football, quand les forces de police étaient occupées beaucoup ailleurs, quand elles étaient très sollicitées, ce sont des soldats de Sentinelle qui ont remplacé les forces de police pour la sécurité d'un certain nombre de bâtiments, que ce soit les ambassades, que ce soit des lieux de culte, etc. Ça arrive. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais non, de la sécurité générale. Même quand il n'y a pas de terrorisme, il y a des gardes. Hein. Dans les ambassades sont gardées même quand il n'y a pas de terrorisme, c'était le cas avant. Moi, ça me choque pas. Vous paraît un peu surréaliste ou provocateur. Jamais il n'a été question que les forces de Sentinelle n'interviennent dans le maintien de l'ordre. Simplement, à un moment donné, on le voit bien, les forces de police ont beaucoup de travail, elles sont très sollicitées, donc certains postes de sécurité de certains sites, et puis d'ambassades, d'écoles, des choses comme ça, des lieux religieux, seront assurés cette protection par Sentinelle. On l'a déjà fait, ça dure un moment. Les soldats n'iront pas au contact des manifestants. C'est pas leur rôle. Jean-Yves Le Drian. Il supplée des policiers qui sont bien accaparés par ailleurs et à qui je tiens à rendre hommage parce que ils ont un travail très difficile. Jean-Yves Le Drian, vous connaissez bien la vie politique française. Dites-moi, le bureau du Sénat qui saisit le parquet Moi, dans l'affaire Benalla. Je suis choqué. Vous êtes choqué? Ouais. Je trouve que le Sénat, pour moi, j'espère qu'elle est toujours une chambre de sagesse. Et voilà qu'elle se transforme en une chambre de polémique. À quoi ça va servir pour l'image du Sénat? Je suis choqué. Je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait entre le Sénat conduit une commission d'enquête parlementaire. J'y suis allé. Oui, on a parlé. Je trouve que l'amalgame qui est fait entre deux individus qui ont des chefs d'accusation majeurs et qui sont poursuivis par ailleurs. C'est amalgame entre ces deux individus et 3 hauts fonctionnaires qui remplissent leur mission. Le chef de cabinet du président de la République qui est soupçonné, qui est soupçonné de faux témoignages. Mais c'est le procureur qui le dira. Je regrette qu'on arrive à ces extrémités, mais je pense que le Sénat a joué un amalgame néfaste, y compris pour la démocratie. C'est à eux qu'il faut demander. Vous avez un avis sur la question? Peut-être qu'ils veulent faire un peu de surenchère politique, mais je trouve que c'est pas le rôle de la Chambre des sages. Édouard Philippe qui ne se rend pas au Sénat en réponse. C'est pas un peu infantile, ça non? Ça lui amène du désagrément et il manifeste son mécontentement de cette manière et je pense qu'il a raison. Il a raison. Bien, la justice tranchera. Mais bien sûr, mais la justice tranchera. Oui. Et on verra. Je n'anticipe pas. Mais il faudra à ce moment-là, je sais pas, c'est elle qui dira. Mais on verra à ce moment-là si le Sénat avait raison de faire ses amalgames. Bien. Je trouve que c'est un amalgame outrancier. Un mot. Dernier mot sur la présidence chinoise qui arrive en France. Le président sera là dimanche à Nice. Il atterrit à Nice. Finalisation de nombreux contrats, j'imagine. 184 Airbus. On verra. Mais c'est parce que c'est prénégocié. J'arrive Le Drian parce que c'est prénégocié. Quand il y a d'abord c'est un voyage important. Oui. C'est un voyage important et qui va être d'autant plus important qu'il n'y aura pas que le bilatéral. Ça ne vous a pas échappé. Oui. Le bilatéral, ça sera dimanche. J'accueillerai au nom du président de la République le président Xi à Nice. Il y aura des réunions de travail dimanche soir et lundi. Et puis mardi matin, il y aura une réunion sur le multilatéralisme. J'ai vu ça. Avec Madame Merkel. Avec Madame Merkel. Et avec Monsieur Juncker. Pour voir avec la Chine comment on peut avoir entre l'Europe et la Chine une relation de confiance. Oui, surtout des pratiques commerciales loyales non pas déloyales. Absolument. Mais avec la Chine... Elles sont déloyales aujourd'hui. Elles sont déséquilibrées. Mais déloyales. Elles ne sont pas conformes. Déloyales socialement, déloyales je ne vais pas... Sur le terrain de l'environnement, vous le savez. Nous avons avec la Chine une relation qui est à la fois une relation de partenariat et une relation de compétitivité. Une relation de coopération, mais aussi une relation de protection pour nos propres intérêts. Donc nous avons avec la Chine ce débat. Il faut que ce débat il soit le plus clair possible, le plus simple possible. Ça veut dire que si on prend en compte ce que les Chinois appellent les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Je vais y aller, moi, à la fin du mois d'avril. Parce que il importe d'avoir néanmoins avec la Chine un dialogue. Parce qu'on ne fera pas... On ne fera pas de la réorganisation du multilatéralisme dans le monde sans la Chine.
on ne fera pas de lutte contre le réchauffement climatique sans la Chine. Donc il faut parler avec la Chine, il faut parler sereinement avec la Chine. C'est ce que nous faisons et c'est, je crois, l'objectif de la visite du président Xi à Paris. Et si nous parlons des routes de la soie, il faut que la route de la soie soit dans les deux sens. On est d'accord. C'est ce que nous disons aux Chinois, et c'est ce que le président français a dit lorsqu'il est allé en Chine. C'est ce que nous nous proposons de faire avec les Chinois, mais sur des cas concrets. Par exemple, l'Afrique. On veut aller en Afrique.